Briefing. Tout de suite, Briefing. Heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Comme nous l'avions annoncé il y a quelques jours au terme du briefing organisé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, où nous sommes revenus sur les grands axes que le président de la République avait présentés dans son discours sur l'état de la nation pour ce qui concernait les secteurs de la sécurité. Ce soir, nous revenons spécialement avec deux ministres d'État. D'abord à ma gauche, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'autosuffisance alimentaire, Grégoire Mouchaïl. Bonsoir, monsieur le ministre d'État. Et à ma droite, un habitué de lieu, le ministre d'État, ministre du Développement rural, l'honorable Mouindo Nzangi Butondo. Bonsoir, honorable. Et donc ce soir, avec les deux ministres d'État, nous allons revenir sur les grands axes du discours du président de la République, où il est revenu notamment pour ce qui concerne les secteurs du développement rural sur le 38 000 km de routes des dessertes agricoles qui seront faites en 2025, mais aussi 11 432 km de voies navigables qui seront aménagées. Donc, monsieur le ministre d'État, vous aurez l'occasion de nous expliquer comment vous allez le faire, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Et au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, le président de la République a toujours parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. Et dans le cadre de l'exercice budgétaire 2025, nous allons dépasser les 11% du budget, bien au-delà de ce qui est prévu dans le cadre du protocole de Maputo, pour atteindre la revanche du sol sur le sous-sol, mais aussi pour atteindre l'objectif de l'autosuffisance alimentaire, comme le dit bien les portefeuilles que vous occupez. Je veux commencer par vous, monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Pour un grand pays comme la République démocratique du Congo, nous avons toujours vécu dans un contraste où nous devons tout importer, en tout cas dans tout ce que nous mangeons. Dites-nous, depuis le temps que vous êtes à la tête de ce ministère, qu'est-ce que vous faites justement pour que nous puissions atteindre cet objectif d'autonomie, d'autosuffisance, c'est les termes consacrés alimentaires? Merci beaucoup. Depuis que nous sommes là, nous avons commencé d'abord par baliser les choses. Vous avez le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. C'est un ministère qui doit donner la sécurité, pas seulement alimentaire, mais la sécurité de toute la population. Ce ministère-là a besoin d'être professionnalisé. Le ministère a besoin de faciliter producteurs, beaucoup de services et beaucoup d'appuis. Et le ministère a besoin aussi des agronomes et de tous ceux qui travaillent au sein de ce ministère, des gens qui ont la vocation. Si nous professionnalisons le ministère et nous facilitons les producteurs, je pense que nous allons atteindre les objectifs que nous avons. Alors, l'avantage, c'est que vous-même, vous êtes ingénieur agronome et que vous avez un passé au ministère du Développement rural, parce qu'à l'époque, je pense que le ministère du Développement rural était un service du ministère de l'Agriculture. Je pense, si ma mémoire est bonne, je veux me tourner du côté du ministre du Développement rural. Lui produit et vous vous chargez d'assurer l'évacuation. Vous étiez il y a quelques mois à l'enseignement supérieur, au développement rural. C'est sûrement bien plus intéressant. On vous a vu traverser les pays de part en part pour faire le point, en tout cas, des défis que vous devez relever. Bien sûr, vous savez que nous sommes un ministère d'engagement. Effectivement, d'engagement, puisque nous avons à côté de nous des autres ministères du même domaine
qui sont chargés de la production, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Élevage et l'Élevage. Et donc le ministère du Développement rural qui est mal connu dans le pays, hein, alors que c'est un grand ministère et je crois que c'est une petite primature pour le monde rural parce que nous nous occupons des voies des dessertes agricoles, de l'hydraulique rurale, de l'électrification rurale, de la coordination des projets et programmes de développement en milieu rural. Nous nous occupons aussi de l'encadrement agricole. Et l'encadrement agricole, ça veut dire que c'est notre ministère qui a créé les coopératives, et ainsi de suite, pour promouvoir le développement en milieu rural. Donc, ce que nous avons essayé de faire dès notre arrivée, c'était d'abord de faire un état des lieux complet. Pas seulement dans les bureaux, mais surtout à se rendre sur les lieux que les gens ne visitent pas. Vous savez que dans ce pays, on a l'habitude de visiter Kolwezi, on visite Lubumbashi, on visite Goma, la plus belle ville du pays. Mais on oublie que la RDC, c'est aussi le Bazouélé, c'est la Mongala, c'est le Sud-Ubangi, le Nord-Ubangi, l'Alomami, Olomami, et donc Sankourou. Je suis arrivé à Sankourou et je vais vous dire que j'ai moi-même réalisé l'immensité de la tâche que le chef de l'État a mis à ma disposition, essayer d'améliorer les conditions de vie des populations en milieu rural. Et donc pour ça, effectivement, c'est notre passion, c'est notre d'ailleurs domaine de formation. Et nous sommes très heureux de participer à la réalisation de la vision du chef de l'État pour améliorer les conditions de vie des populations en milieu rural. Voilà, Monsieur le ministre d'État, avant que nous ne revenions sur les mots du président de la République pour votre secteur au cours de son adresse à la nation, vous avez lancé récemment une campagne agricole. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ces propos? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Merci beaucoup. Je pense que je suis très fier d'être là parce que la campagne agricole, la façon que nous venons de la lancer, je pense que c'est depuis 1960 que ce ministère est en train de tourner en rond sans faire quelque chose. Aujourd'hui, la campagne agricole que nous avons lancée, nous avons plus de 250 000 hectares que nous avons lancés, que nous avons appuyé les agriculteurs avec les semences de manioc, les boutures de manioc, les semences de maïs, les semences de riz, les semences de légumineuses. Donc nous avons fait beaucoup de choses. C'est la première fois que nous avons essayé, à travers ce ministère, de donner des semences dans toutes les provinces. Donc, toutes les provinces, nous avons donné des semences. Nous avons appuyé aussi des petits producteurs, c'est-à-dire des agri-multiplicateurs qui produisent des semences locales avec notre service. Nous avons un service que nous appelons le SENASEM, le service national des semences qui travaille avec les agriculteurs multiplicateurs qui produisent des semences locales. Donc, nous les avons appuyés. Nous avons aussi, dans ces domaines-là, appuyé. Vous savez, nous avons un problème sérieux au niveau du pays. Notre agriculture est encore au bas de l'échelle. Tout à fait, parce qu'on est fait pour nous nourrir au quotidien. Oui, parce que nous avons des femmes qui produisent toujours avec la houe. Mais si vous avez sur le terrain, vous allez trouver que ces femmes-là n'ont même pas eu. Alors nous étions obligés de prendre les houes. Donc nous avons distribué autant de houes, environ 100 000 houes. Non pas 100 000, c'est 260 000 houes que nous avons distribuées au niveau national pour permettre à ce que les femmes puissent avoir une houe pour faire leurs champs. Donc c'est un problème. Alors en même temps, nous sommes en train de réfléchir comment nous pouvons mécaniser l'agriculture dans notre pays. Nous avons aussi disponibilisé les tracteurs. Nous étions avec le président de la République à Kisangani, où il a eu l'occasion de... Oui. Donc, nous avons disponibilisé aussi des tracteurs. Les chiffres, d'ailleurs, je suis fier de vous dire que les chiffres que nous avons donnés pour le président de la République, les 350 tracteurs, c'est peu. Nous avons d'ici le 31 mars 2025, nous aurons 1062 tracteurs. Et nous pensons disponibiliser dans les jours à venir, en 2025, 5 tracteurs par territoire pour diminuer la pénibilité de la femme dans
les systèmes de la production. Alors, avant peut-être que nous puissions passer au ministre du Développement rural, est-ce que vous pouvez nous garantir que ces tracteurs ne seront pas donnés aux hommes politiques et à autres notabilités qui font de l'agriculture? Est-ce que ces tracteurs vont servir véritablement à ceux qui font le métier de la terre? Effectivement, je ne peux pas dire à 100%. Hein. Le territoire est très vaste. Ce n'est pas facile de contrôler partout. Mais je pense, nous faisons des lettres circulaires. Les lettres circulaires, nous avons demandé au gouverneur de créer des commissions. Les commissions pour la distribution des semences et la gestion des tracteurs. Nous avons demandé à l'AFEC Agriculture d'être membre de ces commissions. Nous avons demandé aux coopératives agricoles d'être membres de ces commissions, en plus des ministres provinciaux de l'agriculture et des inspecteurs provinciaux de l'agriculture. Vous savez que nous sommes représentés, c'est un ministère qui est tentaculaire, donc qui a des gens jusque dans les collectivités. Tout à fait. Oui, oui. Donc, je pense que si nous travaillons très bien et que nous arrivons à bien encadrer toute la population qui travaille dans ce ministère, c'est-à-dire les inspecteurs agricoles, je pense que nous pouvons faire un très bon travail et nous serons fiers de ce travail-là. Parce que moi-même, je viens du secteur. Du secteur. J'ai commencé à travailler dans ce ministère, j'étais encore très petit, là, très jeune, et j'étais déjà nommé directeur d'un grand projet de ce pays, le PHMS, qui était un projet, je pense, à ce temps-là, c'était le plus grand projet du pays, qui avait presque 50 millions de dollars à ce temps-là. Donc, je pense que j'ai grandi dans ces domaines, et puis je travaillais dans plus de 14 pays en Afrique, et je pense que je suis sûr de ce que je suis en train de faire. D'accord. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais Monsieur le ministre du Développement rural, nous savons que le programme 145 territoires a été initié justement pour appuyer ces développements dans les milieux à l'intérieur du pays. Vous en avez fait le tour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez déjà vu à ce stade? Il faut dire qu'au niveau de l'appréciation du programme, d'abord, c'est un programme qui a créé de l'espoir au sein de la population. En milieu rural, partout où je suis passé, malheureusement, j'ai choisi les endroits les moins visités. C'est aussi des endroits les moins accessibles. Donc on a trouvé qu'à plusieurs endroits, les infrastructures ne sont pas terminées. À d'autres endroits, elles ne sont même pas encore commencées. Mais il y a aussi beaucoup d'autres endroits où les infrastructures sont déjà livrées. C'est pour cela qu'à la sortie de toutes ces missions, j'ai parlé avec mon collègue du plan qui coordonne avec nous ce programme de 145 territoires pour l'accélération, pour que les entreprises qui ne sont pas encore en ordre, qui ne sont pas encore à règle, puissent aller terminer les infrastructures. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est la première fois que le pays se dote de véritables programmes qui a atteint toutes les chefferies, tous les secteurs, tous les territoires du pays. Et lorsque cette première phase sera achevée, nous aurons véritablement des infrastructures en milieu rural qui ont été faites par l'État congolais. Et donc nous sommes dans la deuxième phase qui est une phase qui nous concerne plus particulièrement, puisqu'il faut dire que la première phase concernait principalement le ministère de l'Intérieur avec la construction des bureaux de territoire. Ça concernait le ministère de la Santé avec la construction des centres de santé. Et puis le ministère de l'EPST avec l'éducation nationale maintenant, avec la construction des écoles. La deuxième phase est logée dans une matière qui concerne exclusivement les domaines du développement rural, les routes de dessert agricole. On va parler tout à l'heure pour vous démontrer qu'est-ce que nous voulons faire concrètement des routes du pays. Ça va être une véritable révolution. Les routes et les voies navigables surtout. Les routes et les voies navigables et les pistes d'atterrissage de dessert agricole, ça va être une véritable révolution. Vous savez qu'on est habitué avec vous, à chaque fois qu'on parlait de choses ici, il y en a qui croyaient qu'on est comme dans l'enseignement supérieur. On a parlé d'ILMD ici, on a eu beaucoup de questions. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de questions puisque le système a été mis en place. Et quand nous parlons de la véritable révolution, c'est parce que nous avons fait appel aux meilleurs experts de ces pays, aux gens qui connaissent ces pays,
et à tous ces agents qui sont dans des territoires, dans des chefferies, pour que nous puissions avoir une planification complète. Donc tous les projets que nous allons mettre en œuvre, ils sont planifiés jusqu'au moindre détail, puisque nous ne voulons pas avoir un deuxième programme qui va des jours ou 3 jours après. Avoir des critiques. Voilà, on va écouter le président de la République, un extrait de son message à la nation. Agriculture. En 2028 a mis en œuvre dès 2024 des initiatives concrètes visant à redynamiser le secteur agricole. Celles-ci ciblent les producteurs locaux, ménages, coopératives et entrepreneurs afin d'accroître la productivité et de consolider la production nationale. En s'appuyant sur ces efforts, notre nation entend réduire sa dépendance alimentaire, renforcer sa souveraineté économique et faire de l'agriculture le levier d'une croissance inclusive et durable en parfaite harmonie avec les aspirations de la vision 2050. Dans notre détermination de mettre progressivement et efficacement fin à l'insécurité alimentaire à laquelle se trouvent exposés nombreux de nos compatriotes, après l'investiture du gouvernement, des efforts importants ont été déployés pour relever ces défis aussi bien dans le secteur agricole que celui de la pêche et de l'élevage. S'agissant de l'agriculture, pour la saison en cours lancée par le gouvernement, il importe de retenir que des agriculteurs ont bénéficié entre autres de 350 tracteurs pour la mécanisation et d'1,5 million de lots de matériel aratoire, de 5 millions de tonnes de semences, de 37 millions de mètres linéaires de boutures de manioc, de 500 tonnes de fertilisants minéraux et de 70 séchoirs à énergie solaire pour maïs. Pour faciliter la mobilité, des techniciens et moniteurs agricoles, des motos et des vélos ont été remis afin d'assurer un meilleur encadrement des agriculteurs. Des facilités à titre d'exonération ont été accordées à plus de 200 entreprises pour l'importation de matières agricoles. Dans ce même élan de soutenir davantage le développement du secteur agricole, il y a lieu de noter que pour la première fois, à travers la loi de finances 2025 que je vais promulguer dans quelques jours, les crédits alloués à l'agriculture sont accrus et maintenus au-dessus de 11% du budget national, bien au-delà de l'objectif fixé dans le cadre des accords de Maputo. Cet accroissement substantiel de l'allocation des financements publics en faveur du secteur agricole témoigne de notre engagement sans faille à créer les conditions nécessaires au développement de ce secteur hautement stratégique pour notre souveraineté. Voilà, c'était donc un extrait du discours du président de la République sur le volet agricole. Monsieur le ministre d'État, vous aurez l'avantage d'avoir plus de 11% du budget destiné à votre secteur. Le président de la République a tout dit, moto, vélo pour tous ceux qui vont travailler dans l'intérieur, production des semences, mètres linéaires de bouture. Mais il y a une question pendante sur laquelle nous avons péroré pendant de longs mois, il y a quelques semaines, sur la production du maïs par exemple. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans les cas de
saison de la campagne agricole que vous avez lancée et de tous ces dont le président de la République a parlé, est-ce que sur le maïs, par exemple, il y a déjà une grosse production? Merci beaucoup. Je pense que la population congolaise a besoin de suivre les ABC de l'agriculture. L'agriculture ne peut pas se faire directement comme ça, comme avec un bâton magique. Nous devons commencer par la production des semences. Nous n'avons pas de semences. Nous devons produire des semences. Notre pays est devenu comme un dépotoir. Nous avons des semences qui viennent de n'importe où, de tous les pays du monde et qui viennent. Aujourd'hui, je viens de lancer la stratégie, pas la stratégie, donc la sensibilisation avec les députés et les sénateurs pour permettre à ce que nous puissions bien comprendre comment nous pouvons faire passer la loi sémencière au niveau du Parlement. Donc ça, c'est une parenthèse. C'est pour vous dire que si nous n'avons pas de semences, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif que nous avons. Pour revenir à votre question, nous sommes au début. Le peuple congolais est plus pauvre. Plus pauvre, je vous dis, si vous allez dans des villages, les mamans sont très pauvres. Voici ce que moi je suis en train d'envisager. J'envisage appuyer la population. En premier temps, on les appuie. Aujourd'hui, pour les relever un peu, on les appuie en deuxième fois pour les relever. Et la troisième fois, nous allons maintenant commencer à les enseigner et comprendre comment eux-mêmes ils peuvent se prendre en charge pour produire. Maintenant, la production que nous venons de faire ici, vous voyez que le gouvernement est entré en fonction presque au mois de juin. Et la campagne agricole devait commencer directement au mois de septembre. La campagne agricole, donc c'est la période où il faut s'aimer. Il faut s'aimer et il faut sensibiliser la population pour s'aimer, pour se prendre en charge et commencer à s'aimer. Nous avons une population que nous devons sensibiliser totalement. Cette population-là ne travaille pas. C'est pourquoi vous avez vu les affiches que nous avons dit en français, rentrons au champ. Tozonga bilanga, Turudi et Machamba. Donc nous avons mis dans toutes les langues pour permettre à ce que les gens puissent comprendre que nous devons nous prendre en charge. Nous ne devons pas être une population qui mange chez les voisins. Nous devons être une population qui doit se prendre en charge, produire, être fiers de ce que nous mangeons, de ce que nous produisons. Alors, pour terminer, ce que nous avons appuyé ici pour produire, le maïs, ça va contribuer. Par exemple, je vous donne ma stratégie que j'étais en train d'envisager. Nous avons parlé avec mon collègue ministre d'État du Développement rural. Nous avons des problèmes pour relever les routes, construire les routes des desserts agricoles. Il nous faut des fonds. Nous devons construire ces routes-là. Alors moi, je dis, bon, en attendant les routes des desserts agricoles, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, Kinshasa-Matadi. La route est vierge. Il n'y a rien. Kinshasa-Bandundu. Il n'y a rien. Lorsque vous dites qu'il n'y a rien, ça veut dire que des part et d'autre de la route, nous ne voyons pas de champs. Il n'y a pas de champs. Mais si vous allez dans d'autres pays, vous allez voir les champs partout. Vous dormez 800 km, 2000 km. Vous vous réveillez dans les véhicules. Vous ne voyez que des champs. Alors ici, j'ai essayé. J'ai dit, j'essaye un peu. Malheureusement, nous ne sommes pas partis. Je pense que si je pouvais prendre 5 ou 10 journalistes, pouvaient m'accompagner dans les jours à venir. Ah ben c'est une très bonne idée. Oui, pour aller visiter ça. Voilà. Nous avons essayé sur la route Matadi, à peu près 1000 hectares. Il faut voir les maïs. Hein? Très bien. Nous avons essayé sur la route de Bandundu à Massimanimba. Nous avons essayé. Il y a une coopérative là-bas, je pense que vous connaissez la maman Antoinette Kipoulou. Nous avons fait presque 600 hectares. C'est fantastique de voir tous ces champs-là.
Donc nous avons travaillé avec d'autres personnes, un peu ici, un peu là-bas, pour produire. Donc tout ça, ce sont des contributions que nous donnons. Nous sommes à l'étape de contribuer pour nourrir la ville de Kinshasa. Nous sommes à l'étape de contribuer pour nourrir les différentes villes. Par exemple, autour de Mbujimaï, nous avons fait aussi des champs pour contribuer. Nous ne sommes pas à l'étape de dire que non, ça suffit. Non, nous sommes au début. Et nous espérons oui, qu'avec l'élan 2025, comme nous aurons la tête sur nos épaules, en 2025, je pense que nous allons prendre en charge, nous allons mettre toutes les batteries en marche pour permettre à ce que nous puissions maintenant produire dans nos bassins de production. Parce qu'avec mon collègue là, nous avons pensé que nous devons définir les bassins de production. Si j'ai défini les bassins de production A, B, C, et mon collègue, qui est mon frère, lui va venir maintenant appuyer avec les routes de dessert agricole pour que nous puissions travailler ensemble en synergie comme un gouvernement solidaire. Voilà, merci. Alors, vous parlez des routes de dessert agricole. Est-ce qu'on peut écouter le président de la République sur le volet développement rural et prendre le commentaire du ministre d'État avant de prendre les questions des journalistes? Indispensables sont réunis dans les zones rurales. À ce titre, l'accélération de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires constituera une priorité majeure en 2025. Dans ce cadre, le projet de loi des finances 2025, soumis à l'examen du Parlement, prévoit des ressources substantielles pour des investissements stratégiques. La construction de routes de desserte agricole dans le volet 2, l'installation de réseaux d'eau potable et de microcentrales photovoltaïques dans son volet 3, ainsi que l'aménagement de marchés modernes et d'espaces de vie dans son volet 5, tel que défini dans la composante 1 du dit programme. Par ailleurs, la composante 2 du même programme met l'accent sur le renforcement des économies rurales et des chaînes de valeur afin d'améliorer la productivité, d'accroître les revenus des ménages et de consolider la sécurité alimentaire. L'aménagement des voies de desserte agricoles en désenclavant et en connectant les bassins de production jouera un rôle clé dans la dynamisation du secteur agricole et dans le bien-être des populations rurales. Pour l'année 2025, avec le gouvernement, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole prévues dans le PDL 145T et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires en un an, en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. Aménager 11 432 km de voies navigables destinées à la desserte agricole et construire des entrepôts portuaires adaptés. Monsieur le ministre du Développement rural, 38 000 km de route en 2025, ça veut dire 104 km par jour. Est-ce que c'est réaliste? Alors j'ai vu beaucoup déjà faire les calculs. Ça m'a un peu amusé aussi de voir que les Congolais sont très spécialistes de faire des calculs. Il y en a qui sont très pessimistes et qui se disent mais c'est encore une autre promesse de plus. Je voudrais bien leur dire que c'est réaliste, c'est réalisable et nous allons le faire. Et vous allez dire, vous allez le faire comment? C'est pour cela que nous sommes là en tant que ministre pour pouvoir vous dire ce que nous allons faire. Nous avons prévu une stratégie du développement intégral. Le développement intégral veut dire que vous ne choisissez pas seulement des petites parties du pays où vous faites les choses et les autres parties, vous les laissez à Berne, et puis comme les ONG vous disent, bon, voilà, on va d'abord faire l'expérience du Kasaï, on va faire l'expérience du Sangourou, et on ne règle pas les problèmes dans son ensemble.
Les gens qui ont vécu dans ces pays pendant beaucoup de temps, ils savent qu'à l'époque coloniale, ces routes étaient faites et entretenues par les hommes. Il n'y avait pas de tracteurs. Les 38 000 km de routes dont le président a parlé, qui sont les routes de dessert agricole, ils vont être faites par la méthode IMO. Nous allons mobiliser. Méthode IMO, ça veut dire? Ça veut dire, en des termes très simples, c'est la population qui va être mobilisée à pouvoir entretenir et réhabiliter ces routes. Et vous savez que les coûts substantiels d'entretien et de réhabilitation des routes par cette méthode, ce sont des coûts qui sont en fait des coûts marginaux. Dans la deuxième catégorie de routes dont le président a parlé, ce sont les 11 000 routes prioritaires. Nous avons identifié dans tous les pays les 11 000 kilomètres de routes, ce qu'on appelle les routes provinciales. En fait, ce sont des routes qui relient les chefs-lieux des territoires aux chefs-lieux des provinces. L'objectif pour nous, c'est que ces routes soient stabilisées pour permettre effectivement la connectivité entre les chefs-lieux des territoires et les chefs-lieux des provinces. Comme ça, les routes de cette agricole qui vont être faites par la méthode IMO seront connectées à ces routes prioritaires, donc ces routes, les RP, les routes provinciales, pour permettre ici à la population d'évacuer en fait les produits agricoles des bassins de production vers les centres de consommation. Et nous allons le faire. Je voudrais bien que vous reteniez que ce travail, nous allons le faire. Ce n'est pas un travail compliqué à faire. La deuxième catégorie, ce sont les voies navigables des dessertes agricoles. En fait, ces pays, c'est un État béni. On n'a pas tous, il n'y a pas deux pays au monde qui ont les mêmes caractéristiques que nous. Nous avons plus ou moins 25 000 kilomètres de voies navigables dans les pays. Dans le pays? Dans le pays. Ça veut dire que nous avons 65% du territoire, soit 94 chefs-lieux de territoire qui sont connectés à Kinshasa par l'eau. Et si vous suivez bien l'histoire de ces pays, ces voies navigables ont été parmi les voies qui ont été les plus utilisées à l'époque coloniale lorsque ce pays a été effectivement parmi les 10 économies les plus fortes du monde. Donc, ce réseau de 25 000 km est réparti à 3. Il y a le premier réseau qu'on appelle le réseau de la catégorie R, la catégorie B, qui est géré par la RVF, ça veut dire les grandes rivières et les fleuves. Et puis nous avons la troisième catégorie, la quatrième catégorie, qui sont les rivières qu'on appelle les voies navigables des dessertes agricoles. Et donc le travail que nous allons faire, il va consister d'abord à ce qu'on appelle l'aménagement. L'aménagement, c'est le balisage. C'est-à-dire le balisage vous permet d'abord, de pouvoir répertorier et de pouvoir identifier de manière claire la route maritime. Ça pour éviter les accidents. Vous savez que, moi-même je ne savais pas, quand je suis arrivé, quelqu'un peut quitter ici et se rendre au port de Lodja. Nous disons que Lodja est enclavé, alors qu'avec les voies navigables, en faisant la réouverture de la Lukeni, on est capable d'atteindre Lodja par la voie navigable. Et donc de quitter à Kinshasa avec un bateau de 1200 tonnes et décharger à Lodja. Vous savez qu'on peut quitter ici à Kinshasa et aller décharger à Bujimaï. À 45 km de Bujimaï, il y a le port de Ndomba. Si la rivière Rubi, vous pouvez quitter Kinshasa et vous décharger à Bujimaï. Ça veut dire que l'aménagement de ces voies navigables nous permet effectivement de désenclaver des endroits. Et les coûts de désenclavement, en fait, les coûts de balisage, il est moins cher par rapport au coût d'entretien des routes, puisque nous allons seulement utiliser 4 000 $ au kilomètre pour pouvoir baliser les voies navigables. Nous avons déjà fait tout le travail. Nous avons les baliseurs de la RVF qui ont été mobilisés pour ce travail. Nous allons commencer dans la première phase par rapport aux fonds qui ont été mis à notre disposition par le bassin du Kasaï. Ça veut dire qu'on va mettre un grand baliseur sur la Lukeni qui va désenclaver la partie de la province de Maïndombe, une partie de la province du Kasaï, notamment de Kessé, une partie de la province du Sankourou. Nous allons mettre le deuxième baliseur sur la rivière Sankourou pour désenclaver une partie du Kasaï, une partie de la province du Kasaï central et une partie de la province du Kasaï oriental. Nous allons mettre le troisième baliseur sur la rivière Kouilou pour désenclaver
une partie du Congo, les gens ne savent pas que la rivière Congo, elle va jusqu'à Tembo, à la frontière avec l'Angola. Donc si le petit couac qu'il y a juste à côté du port Congo est balisé, on est capable de quitter avec les bateaux de Kinshasa jusqu'à Tembo, jusqu'à Popo, avec les bateaux. Donc ça, c'est une grande phase et c'est important pour nous de dire que dans ce transport multimodal, nous voulons que les routes de cette agricole que nous allons faire, pour les rendre les plus utiles, qu'ils soient connectés à la fois aux routes prioritaires et aux voies navigables. Alors, les routes prioritaires, c'est les routes qui relient les provinces. Ce sont les routes qu'on appelle les RP, qui sont différentes en fait de ce qu'on appelle les routes nationales, mais c'est des RP qui ont été faites notamment qui relient les chefs-lieux des territoires entre eux et des chefs-lieux des territoires avec les chefs-lieux des provinces dans la plupart des cas. Voilà, merci Monsieur le ministre d'État pour vos propos introductifs. À présent, nous allons ouvrir la partie questions. Je souhaite que les questions soient claires et précises et destinées à l'un ou l'autre membre du gouvernement pour nous permettre de les épuiser une par une et rester dans la marge du temps qui est la nôtre. On commencera par Monsieur Jacques Noudouba. Merci, Monsieur le porte-parole du gouvernement. Même si vous m'avez pratiquement vidé avec votre dernière question adressée au ministre d'État en charge du développement rural, mais je vais commencer par lui. Effectivement, j'avais la même préoccupation. 308 km de route de desserte agricole, 38 000 km, soit 104 km par jour, si on doit faire les calculs pour 365 jours. Vous avez répondu à la question, mais je reviens quand même en disant combien de routes de desserte agricole? Vous avez parlé de routes prioritaires et de routes secondaires. Il y en a combien en République démocratique du Congo? Il y a combien de kilomètres de routes? Combien de kilomètres de routes des dessertes agricoles, c'est-à-dire des routes principales et des routes secondaires, pour que l'on sache si les 38 000 kilomètres seront capables de réunifier un peu le pays ou de permettre la circulation ou le transport de produits de l'intérieur vers certains centres. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est ces routes-là seront réhabilitées, vous avez dit, par la méthode d'IMO, c'est-à-dire le cantonnage manuel, si je comprends bien. Vous avez combien de cantonniers à travers le pays pour faire ce travail? Est-ce que vous avez les moyens pour le faire? Quand on sait que vous avez aussi un personnel qui est en train de réclamer son salaire, notamment les membres de l'hydraulique rurale, comment vous allez vous y prendre? Et au ministre d'État en charge de l'agriculture, nous avons suivi, vous êtes bien servi dans les budgets de l'année prochaine. Vous avez lancé la campagne agricole, vous avez distribué des tracteurs, 5 par territoire, même si c'est insuffisant. Alors, en termes de projection, vous avez initié des champs pour contribuer à l'amélioration. Mais selon vos projections, quand est-ce que nous pouvons atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers le pays? Puisque là, vous êtes en train de faire, je peux dire, un travail d'appui simplement, mais les grands projets pour que le pays redevienne cette RDC qui avait la capacité de se nourrir elle-même, à quand? Projection. Merci. Merci pour vos questions. On commence par le ministre d'État, ministre du Développement. Des réponses simples. Avant la première redistribution des routes, nous en avions 92 000. Aujourd'hui, nous avons 86 000 km de routes de dessertes agricoles connues. Quand je vous parle de connues, il y a d'autres routes de dessertes agricoles que les gens sont en train de créer dans leurs plantations, dans leurs champs, qui ne sont pas encore répertoriées, et donc le nombre est encore un peu plus grand que celui-là. Mais ceux qui sont connus, répertoriés par nos services, aujourd'hui, c'est 86 000 km de routes de dessertes agricoles. Donc vous comprenez que les 38 000 km, ça représente plus ou moins 35 à 35% précisément des routes de dessertes agricoles du pays. On vous a dit que c'est la première année, c'est la première phase, on va aller sur les 30%. Bien évidemment, l'objectif, c'est que dans les 5 ans, on soit capable d'arriver jusqu'à faire l'essentiel des routes de dessertes agricoles pour nos paysans. Alors, la deuxième question, vous avez dit, vous allez faire vous avez combien de cantonniers? Non, ça, la méthode IMO, on ne va pas utiliser les cantonniers. On règle des problèmes à la fois. C'est-à-dire qu'on utilise la population, toute la population. Vous savez, quand on vous parle de
38 000 km, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont être utilisés. La méthode IMO, en fait, on prend pratiquement tous les villages. Tout le monde le met au travail et il est payé pour ce travail qui a été fait. Et je vous dis que la population est très enthousiaste à pouvoir contribuer elle-même à désenclaver ou à pouvoir aménager ces routes et des dessertes agricoles. Ça va être fait par des professionnels. Nous avons déjà fait toute la planification. Nous avons déjà une partie du budget qui est à notre disposition et nous croyons que ça va aller le plus facilement possible. En tout cas, à la fin de l'année, on reviendra ici pour faire les comptes avec vous. Si on aura atteint les 38 000, si on sera à 36 000 ou si on sera à 40 000, on viendra vous faire les comptes puisque nous sommes vaccinés par les devoirs de redevabilité. Voilà, Monsieur le ministre d'État, pour les questions qui vous concernent. Merci beaucoup. C'est une très, très bonne question. Je pense que, d'abord, d'emblée, la campagne agricole que nous venons de faire, nous avons contribué avec plus de 370 000 tonnes de produits agricoles qui seront produits d'ici là. Mais pour terminer, tout ce que nous avons comme problème, je vous ai parlé ici de l'ABC de l'agriculture. Donc, nous avons de l'eau, nous avons la terre, parce que tous les Congolais, ils parlaient toujours, nous avons 80 millions. Mais il faut travailler ici les 80 millions. Nous avons de l'eau, nous avons la terre, nous avons un bon climat, mais nous n'avons pas de semences. Maintenant, là, 2025, je me lance dans la production des semences. Retenez, mon plan en arrivant au gouvernement, c'était de faire d'abord 10 000 hectares de production des semences. Si je produisais les 10 000 hectares en 2024, 2025, je devais avoir la semence pour 1 million d'hectares pour les maïs. Et ça allait me suffire et ça allait diminuer les coûts au niveau du gouvernement pour permettre à ce que je dote mes compatriotes avec les semences dans tous les territoires sans coût exagéré au niveau du gouvernement. Alors ici, je vous dis, vous demandez quand est-ce que nous allons terminer. Donnez-moi 4 ans. Donnez-moi 4 ans, j'organise la production des semences, parce que nous n'avons pas de production de semences. Nous sommes en train d'importer les semences. Nous importons les semences, nous importons les engrais, nous importons tout, les pesticides, tout est importé. Au moment où je vous parle, je viens de faire inviter le directeur général, le CEO en anglais, de SIDCO, pour qu'il puisse s'installer au Congo. Il vient d'atterrir aujourd'hui, et je pense que ce soir, nous allons commencer des discussions avec lui, parce que nous voulons produire les semences ici. Au moment où je vous parle, nous avons 2 entreprises qui vont commencer à produire les engrais sur place. Donc, ce sont des choses que nous avons. Nous devons avoir les préalables. Nous ne devons pas rêver. Nous devons être un peuple qui travaille. Nous devons réussir à répondre aux préalables de l'agriculture. Les semences d'abord. Nous devons avoir nos propres semences, made in Congo, pas les semences importées. Nous devons avoir une industrie qui doit produire les produits phytosanitaires. Vous savez qu'il y a des maladies dans les champs. Nous devons avoir nos propres engrais. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que nous allons dire que les Congos, allons-y, chantons maintenant l'hymne national avec plus de fierté. C'est à ce moment-là que nous allons répondre à ce que vous venez de dire. Voilà, on va prendre les questions de M. Pichu Moulumba. Merci, Monsieur le ministre, de la parole. Je crois qu'une grande partie de mes préoccupations a été vidée avec la partie introductive. Il en reste quand même d'autres. Je reste sur la redynamisation du secteur agricole, suivant d'ailleurs les discours du chef de l'État sur l'état de la nation, avec le budget de l'agriculture qui dépassera les 11%. Monsieur le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, en septembre, vous avez annoncé le lancement du projet du parc agro-industriel de Mbanza-Ngungu d'une valeur de 1 milliard de dollars. En est ces projets actuellement. Et puis avec la hausse annoncée par le chef d'État du budget de l'agriculture, comment le gouvernement envisage-t-il
d'incorporer les enjeux des transitions énergétiques au sein de ces politiques agricoles afin de garantir une agriculture à la fois productive et respectueuse de l'environnement. Ma dernière préoccupation, monsieur le porte-parole du gouvernement, c'est à vous. Je vais un peu sortir du sujet, excusez-moi, parce que je porte ici la voix d'une structure qui relève également de votre tutelle, à savoir l'Union nationale des caméramens du Congo. Nos collègues caméramens ici présents sont d'une aide précieuse dans l'exercice de notre travail. Cette organisation, qui n'est pas parallèle à l'UNPC, a organisé ses premières élections en septembre et dispose désormais d'un comité exécutif également constitué. Comptez-vous offrir, comme vous le faites si bien déjà pour l'UNPC, un soutien à cette structure dans les cadres de ces missions? Désolé, mais le cadre n'est pas approprié pour revenir sur ces sujets. On aura l'occasion d'en parler après cet exercice de redevabilité. Évidemment, nous travaillons en chaîne, que les journalistes, les caméramens, le preneur de son sont tous enfants maison et qui méritent d'avoir un appui de l'autorité des tutelles. On va, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, répondre à vos questions. Merci beaucoup. La question, c'est sur les groupes MOL. Les groupes MOL, c'est une entreprise. Je félicite d'abord ces jeunes-là. C'est un jeune Congolais qui habite à l'étranger. Il a pensé à son pays et il a trouvé des bailleurs de fonds et il est venu dans son pays pour construire un parc agro-industriel. Nous sommes allés à Vanzangungu, nous avons visité les terrains. Mais vous savez, faire un projet, c'est autre chose. Maintenant, mettre les projets sur les terrains, c'est aussi une autre chose. Nous sommes maintenant dans l'étape de la faisabilité. Il faut les études bancables de faisabilité sur les terrains. Nous devons maintenant faire. Nous avons déjà commencé les procédures pour faire des... Parce que ça sera dans le système PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé. Donc, nous sommes en train de suivre tout ce que la loi demande, toutes les étapes nécessaires pour la finalisation, pour que ces entreprises puissent commencer à fonctionner. Donc, nous sommes à ce niveau-là. Nous avons terminé d'autres étapes et nous continuons. Nous allons finaliser. Ce n'est pas seulement les groupes MOL. Nous avons des groupes qui viennent aussi, avec 1,3 milliard. Et nous sommes, avec tous les 4 groupes, en train de finaliser toutes ces choses-là. Nous ne voulons pas trop parler Parler à tout moment, crier, nous faisons ceci, non. Il faut montrer les résultats. Oui. Moi, dans ma philosophie, dans ma vision, je suis un technicien. Je dois mettre la semence et récolter. Et lorsque je récolte, les gens voient ce que j'ai récolté. Je ne veux pas trop crier, je fais ceci, je fais cela, tout ça. Non, je ne suis pas de ça. Moi, je veux la pratique. Vous voulez les résultats? Oui, c'est ça. On va prendre les questions de M. Yves Abdallah et après, nous prendrons les questions de M. Amédée Morabou. Monsieur le ministre, merci pour la parole. J'interviens ce soir pour m'adresser au ministre d'État en charge du développement rural. Monsieur le ministre, je salue votre courage d'avoir affronté les différents coins du pays, en tout cas les coins les moins visités, les moins fréquentés. J'ai constaté aussi d'entrée des jeux que dans votre exposé que vous êtes un homme très intelligent. Mais il y a des gens qui ont parlé comme vous avant votre arrivée à la tête de ce ministère. Ma question est la suivante. Vous venez de faire une itinérance et vous étiez plus particulièrement au Bazouélé, que je connais très bien. Et j'y étais encore il y a quelques semaines. Je n'ai pas envie de parler à votre place. En toute honnêteté, il y a un peuple qui nous observe et qui nous regarde. Un peuple qui a réélu le président de la République. Le peuple qui a écouté les discours de campagne. En tout cas, j'ai pu vous dire qu'au Bazouélé, on a réélu le président avec plus de 90%, en tout cas les suffrages qui lui ont été accordés, sans avoir rien vu sur base de promesses. Et votre passage, je peux vous rassurer, monsieur le ministre d'État, c'est un espoir pour ces peuples. Mais depuis que vous êtes revenu à Kinshasa, en toute honnêteté,
qu'est-ce qui est déjà fait pour le Bazouélé? Ou même un petit garçon de 10 ans peut vous dire la souffrance qu'il ressent dans sa chair. J'ai sillonné la province, je connais tout le territoire, et vous savez comme moi que là-bas, il n'y a pas de vie. Qu'est-ce qui est déjà fait depuis votre passage au Bazouélé? Merci beaucoup. Merci. Je crois que ça va être parmi les questions les plus simples. D'abord, j'ai accepté d'aller affronter les Bazouélés. Et c'est du Bazouélé que j'ai compris que la stratégie de faire seulement les routes de cette agricole n'allait pas marcher. Okay. C'est à partir du Bazouélé que je me suis rendu compte qu'il fallait connecter absolument les routes de cette agricole avec les routes, les RP, les routes provinciales, et les RN si léchées. Parce que les routes que j'ai affrontées, c'est la RN25, c'est aussi la RN4. Donc je n'ai même pas eu le temps d'atteindre les routes de cette agricole. J'étais déjà sur des motos pour les faire. Mais quand vous posez la question de qu'est-ce que j'ai fait avant de quitter, moi-même, j'ai fait venir les gouverneurs ici à Kinshasa. Nous avons parlé avec les ministres concernés par la route, notamment la RN4, puisque c'est l'entrée de la ville. Et si vous avez été à Bouta, vous avez vu qu'il y avait des enjeux sur la RN4. De Bouta à Télé, aujourd'hui, ils sont pratiquement à 5 km des Banaliers. La même société a pris la route de Kisangani, elle a pratiquement dépassé Yangami. Oui, pour faire la connexion. Oui. Donc, puisque c'est ça la première route qui doit être faite. Sinon, même si vous laissez sur la route de Doulia, vous laissez sur la route de Koumou ou la route de Dingila, vous ne pouvez pas la faire si vous n'avez pas les ravitaillements qui vous viennent de Kisangani. Donc la priorité, c'était d'abord de réouvrir la route de Kisangani. En tout cas, moi, le témoignage que j'ai, c'est que la partie qui a déjà été faite, les gens disent ça va mieux. Et donc j'ai pris pour que peut-être dans les mois qui viennent, je puisse encore aller refaire la même route, puisque la route de Kisangani aura déjà été faite. Et je voudrais bien vous dire que ces réseaux-là, la RN4, ce n'est pas dans les réseaux, malheureusement, des réseaux de développement rural. Donc on a dû négocier avec notre collègue des ITPR qui a été très réceptif et qui nous a permis de pouvoir faire une intervention sur une route nationale. Alors, pour nous étions... mais s'il vous plaît, monsieur Yves Abdallah, on ne va pas aller dans les ticotages. Non, c'est pour parler d'autre chose, monsieur le ministre. Oui. C'est une autre préoccupation. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Mais vous confirmez que la RN4, nous avons mis une entreprise qui est en train de travailler sur ça. Oui, j'ai vu les engins. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Alors, monsieur le ministre, pour terminer, le président de la République est très attaché au retour de la paix dans la partie Est. Vous êtes un des fils de ce coin du pays, un leader très écouté. Nous sortons d'une situation, passez-moi l'expression, chaotique, de Luanda tout récemment, il y a quelques heures. Quel est le message que vous pouvez adresser à ces peuples qui, peut-être, à cet instant, a perdu l'espoir d'un retour probable et d'une paix durable? Alors, sur la question de Bouta d'abord, le président de la République y était. Nous étions avec lui, je pense, dimanche 1er décembre, où il a parlé à la population sur des questions qui sont claires. On s'était plaint parce qu'il y avait des frais qu'on rajoutait sur ce que le parent payait à l'école, qui faisait que les gens ne comprenaient pas si c'était totalement gratuit ou pas. Je crois que séance tenante, la solution a été trouvée. Il faut dire qu'il y a des défis dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Dans certains coins un peu plus. Mais c'est pourquoi le président de la République lui-même fait de l'itinérance. Parce qu'il faut apporter la réponse. Et que l'action qui est faite à la tête du développement rural, c'est une action qui vient concrétiser ce que le président de la République a dit. Et donc, j'espère que dans les jours qui viennent, vous verrez la différence parce qu'il y a un engagement renouvelé. Et c'est pour ça qu'il y a le programme de 145 territoires qui touche pas seulement à Bouta, mais aussi à d'autres territoires, à Keti, Bondo, dans la province de Bazouélé, qui fait partie, comme les autres provinces, des priorités du gouvernement. Voilà. Oui, avant de répondre à votre question, je veux dire, il y a aussi la route Poko. Ici, au Poko, qui est en train d'être faite. Oui, en terre battue déjà. En terre battue, bien évidemment. Si vous vous mettez à mettre les... Vous savez que seulement pour le développement rural, les routes de cette agricole, pour la province de Bazouélé, nous sommes à 2700 km, la seule province. Donc c'est pour vous donner une illustration.
pour vous donner une idée. Mais sur la deuxième question, sécurité, je souhaite qu'on y réponde à la fin parce que je souhaiterais qu'on en parle aussi un peu en swahili. Comme ça, on est sûr que les populations de cette partie du pays vont bien nous capter. On va prendre la question d'Amédée Moirabou et puis on va revenir pour terminer. Merci beaucoup de la parole. Je vais commencer avec le ministre de l'Agriculture. Excellence, je ne suis pas très impressionné avec les chiffres que vous avez donnés, puisque quand vous parlez de 250 000 hectares cultivés dans le cadre de la saison A de la campagne agricole 2024-2025, je me dis, mais en tout cas, nous en sommes pour plusieurs années pour qu'on en arrive à produire ce qu'il faut pour toute la population de la RDC. Excellence, la RDC, ne serait-ce que pour parler du maïs, nous consommons 11 millions de tonnes de maïs, pendant que nous en produisons seulement 3 millions de tonnes de maïs. Et là, quand on vous a posé la question, vous avez parlé qu'on attendait plus ou moins 370 tonnes pour la saison que vous venez de lancer. Là, je me dis, mais quand est-ce qu'on va arriver à assouvir le besoin alimentaire des Congolais? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de redoubler d'efforts pour que... en fait, la question, c'est de savoir, pour que nous puissions parvenir à l'autosuffisance alimentaire, nous devons exploiter combien d'hectares de terres? Parce que nous parlons toujours, c'est dans tous les discours officiels, on a 80 millions d'hectares de terres arables et 40 millions de terres irrigables. Nous devons en exploiter combien pour qu'on arrive à cette autosuffisance alimentaire? Est-ce qu'il y a un chronogramme par rapport à ça? Vous avez parlé de 4 ans. Est-ce que dans 4 ans, vous parviendrez à exploiter combien d'hectares, effectivement, pour assouvir le besoin alimentaire des Congolais? Ça, c'est une première question. Une deuxième question, vous avez parlé des semences. S'il vous plaît, des questions courtes, parce que nous devons gérer les temps, oui. S'il vous plaît. Pour les semences, vous avez parlé des semences qu'on devrait produire sur place en RDC. J'aimerais savoir quelle contribution les universités, les professeurs, les scientifiques peuvent vous apporter pour un tel projet. Voilà, je me tourne pour le ministre. S'il vous plaît. Juste une question. Excellence, le président de la République a parlé de 89 millions de dollars dans le cadre d'un projet d'électrification rurale. J'aimerais savoir, parce qu'il a parlé de 50 projets qui sont concernés, j'aimerais savoir jusque-là, combien de villages congolais ont accès à l'électricité. Et je vais terminer par le ministre de la Communication et Médias. Excellence, permettez, il y a quelques mois, vous avez réuni des avocats de la République pour une plainte contre une firme internationale, Apple, en rapport avec le pillage de nos ressources stratégiques. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est avec cette plainte. Merci. Voilà, merci. Je souhaiterais que les collègues puissent y répondre très rapidement. Comme ça, on va prendre peut-être une dernière série pour terminer. On va commencer par le ministre d'État, ministre du Développement rural. Ma réponse, moi, elle est très simple. Nous sommes aux environs de 2% en milieu rural d'électrification. Donc, ce n'est pas Ebila Famé. Ce n'est pas notre faute. Hein. C'est l'accumulation des fautes de gestion depuis trop longtemps. C'est comme ça que le président de la République a fait un projet ambitieux d'électrification rurale qui est géré par ACER. Je crois qu'un jour, si le ministre de la Communication le permet, on viendra avec ACER pour vous donner les détails des villages qui ont déjà commencé à être électrifiés et ceux qui sont programmés pour être électrifiés puisque beaucoup de travaux sont en cours. Merci. Monsieur le ministre d'État, rapidement. Merci beaucoup. Nous avons besoin de 3 millions d'hectares pour terminer le problème du maïs. Nous avons besoin de 3 millions d'hectares. Alors nous sommes en train de travailler. Comment nous pouvons le faire? Nous avons, je vous ai dit ici que nous envisageons mettre 5 à 10 tracteurs par territoire. Le président a parlé dans son discours des agropoles. Donc nous travaillons pour créer ces agropoles-là. Si nous créons les agropoles, nous allons travailler avec 20 à 50 000
d'ici 2030 à 50 000 hectares par territoire. Et vous pouvez faire les calculs. Si nous avons 20 000 hectares par territoire, nous sommes à combien? Ça, c'est uniquement les appuis dans des territoires. Mais nous avons des entreprises qui travaillent. L'État ne peut pas faire les champs. L'État doit faire les champs à travers vous. Si vous êtes un opérateur agricole, vous faites les champs. Nous, en tant que ministre de l'Agriculture, nous vous envoyons des agronomes pour vous conseiller, vous accompagner pour que vous puissiez produire. C'est ça ce qui a manqué pendant un temps. Je vais vous dire quelque chose. J'ai demandé, si c'est possible, du temps de l'époque coloniale, les agronomes étaient respectés dans des villages. Lorsqu'un agronome arrive, il dit que montrez-nous votre champ, vous allez montrer, vous tremblez. Mais maintenant, là, ça ne se fait pas comme ça. Alors, nous avons demandé, nous souhaitons, mon souci à moi, personnel, c'est de voir, lorsque nous allons nommer, le gouvernement va nommer des administrateurs du territoire, qu'on nomme ne fût-ce qu'un adjoint, pas les titulaires du territoire, un adjoint agronome, pour permettre à ce que nous puissions lui assigner des objectifs à atteindre. Nous travaillons, il n'y a pas des objectifs à atteindre dans des territoires. Les gens ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Nous devons revenir, donner, assigner les gens des objectifs à atteindre pour que nous puissions atteindre ce que nous cherchons, les productions escomptées. Il n'y a pas d'objectif. Il y a beaucoup de choses. Si vous voulez connaître ce que nous pensons, venez. La porte est ouverte. Alors, c'est pour ça que vous êtes là, justement, après avoir fait ce travail de diagnostic, parce que vous êtes complémentaire, Monsieur le ministre d'État. Je souhaiterais que vous puissiez compléter le collègue sur la question de comment on atteint l'autosuffisance alimentaire, parce que vous travaillez en corrélation. Effectivement, le ministre d'État l'a bien dit. On a besoin de 4 millions d'hectares pour régler le problème du maïs. Et il vous a dit qu'avec les 10 000 hectares de production de la bonne semence de maïs, on va atteindre d'abord les premiers millions. C'est pour cela que, comme technicien, il vous parle à terme d'étape. Donc la première étape 2025, c'est d'atteindre 1 million d'hectares de maïs. Pas n'importe quel maïs. Il est ici les semences, puisque les semences que nous continuons à utiliser aujourd'hui